Eh bien, bonjour à tous, en votre compagnie, Salza Bertin, pour un nouveau libre journal éponyme. Alors avec toujours enlevé plusieurs mouvements, plusieurs aventures. Et là, on va poursuivre avec la crise agricole. Et oui, mais pas que la crise agricole, attention, parce que moi j'aime les solutions, j'aime les bonnes nouvelles et pas seulement les constats et les cris d'orfraie. Voilà, donc bien sûr nous allons dresser des constats. Donc on va dire dans cette émission où depuis des années, il faut le dire, je soulève des questions agricoles, la question de l'alimentation, vous savez, qui me passionne, puisque c'est quand même mon métier. Et puis aussi, donc, tirer des sonnettes d'alarme et toujours essayer de trouver des solutions. On va dire que c'est la deuxième grosse émission de l'année, en ce qui nous concerne. Deuxième, on va pas dire deuxième ronde, hein, n'est-ce pas? On va dire deuxième volet, de seconde partie, enfin deuxième partie d'ailleurs. On avait explosé les compteurs, on a vu un très gros succès. Et là, on va donner des nouvelles du front, des solutions, et puis, vous avez compris pourquoi, un nouveau mouvement se profile. Et puis, bien sûr, vous aviez remarqué la première fois qu'après un joli mouvement, des tracteurs qui montaient vers Paris, un suspense intenable, des barbecues au coin des rues et sur les ronds-points, et bien, sur une simple petite pression sur un bouton, tout le monde était rentré à la niche. Voilà. Et donc, la grande question, cette fois-ci, est-ce que ce sera la bonne? Eh bien, écoutez, on va en discuter. Je crois que nous avons chacun nos petites idées. Et c'est surtout les absents qui vous donneront la réponse, d'ailleurs. Bon. Alors, d'abord, vous le connaissez tous, c'est Sébastien Béraud, toujours de son tracteur. Bonjour, Sébastien. Bonjour, bonjour. Vous êtes un petit peu l'enfant terrible du monde paysan qui ne veut pas mourir aujourd'hui. Je dirais l'électron libre. Et aujourd'hui, vous venez car, bien sûr, vous allez participer à ce mouvement. Vous avez beaucoup de nouvelles à nous donner parce que vous n'êtes pas un éleveur, un agriculteur replié sur lui-même, mais au contraire tourné vers vos confrères. Et c'est pourquoi, depuis maintenant tant de mois, les gens viennent frapper à votre porte, appeler au secours, et vous êtes toujours là pour leur tendre la main, vous en faire le relais, ce qui a pu en effet agacer. Et aujourd'hui, non content d'être un électron libre tourné vers les autres, eh bien, vous avez envie de réunir tous ces électrons libres qui sont, il faut le dire, la majorité. Ensuite, Philippe Murer, que vous connaissez, qui est économiste et qui maintenant représente, et ça il va nous en parler, le mouvement politique citoyen, voilà, qui est justement un mouvement apolitique, et c'est ça la grande originalité. Alors, Philippe, vous étiez là dans la dernière émission. Vous avez écrit des ouvrages sur la transition écologique notamment, donc c'est beaucoup réfléchi à ces questions, et vous étiez là la dernière fois aussi pour notre émission. Bonjour Philippe, merci d'être là. Bonjour Salza, juste un petit mot d'ailleurs, la transition écologique, c'est même pas la peine d'y penser aujourd'hui. Pourtant, j'ai consacré un an à faire un bouquin. Ouais. Là, ce qu'il faut, c'est sauver les agriculteurs. Ouais. L'écologie, c'est quand on a des agriculteurs, c'est pas quand on n'a plus. Donc, c'est fondamental. Alors, dans à peu près 14 minutes, normalement, vous aurez justement une des solutions que j'aime, que j'avais envie de mettre en avant, car je parcours aussi la France pour rencontrer des éleveurs, rencontrer des paysans, rencontrer des agriculteurs. Et moi, je veux donner des solutions. Et c'est pourquoi vous êtes tous les deux ici, parce que je me reconnais dans ceux qui n'ont plus envie seulement de tirer la sonnette d'alarme, mais aussi de proposer des choses concrètes, voire de l'action. Et puis, il y a ceux qui, au quotidien, qui travaillent, qui mettent en valeur le travail de la terre. On parle beaucoup de la belle alimentation, on parle de la souveraineté alimentaire, on parle des bons produits, du bien manger. On pousse de grands cocoricots quand on parle de gastronomie française, mais encore faut-il avoir les produits pour le faire. Et peu de ceux qui profitent de du travail de la terre, de nos éleveurs, de nos agriculteurs, peu finalement savent monter au créneau. Parce que peut-être que dans leur cuisine, ils ont beaucoup de mérite, mais ils connaissent moins la terre. Et moi, près de moi, j'ai un chef qui s'appelle Clément Leroy, voilà, qui a été un chef étoilé, et qui aujourd'hui reprend une très très belle table parisienne et qui est de la famille de Guy Savoy, on va dire, au sens professionnel du terme.
terme, bien sûr, qui est Clément Leroy. Bonjour. Bonjour. Bonjour Clément. Merci d'être là. Alors vous êtes là pas seulement en tant que chef, parce que justement vous avez cette double casquette. Vous êtes un enfant de la terre. Vous aviez un père qui était boucher et charcutier. Vous avez un frère éleveur. Vous êtes, on peut dire d'une certaine manière, éleveur vous-même, parce que vous êtes dans l'aventure. Et vous avez toujours connu la campagne et vous la célébrez aujourd'hui dans l'assiette. Et on va aussi, bien sûr, Clément, parler de votre parcours. Avec plaisir. Alors, le Chiberta, d'ailleurs, vous venez de le reprendre après de très belles tables quand même. Voilà, après avoir fait un petit peu un parcours un peu à l'international, parce que j'étais à Londres dernièrement, et puis après je suis rentré début 2020, on va dire dans les terres, c'est-à-dire dans ma région d'origine, dans la Drôme. On avait la table du connétable déjà, donc à Chantilly. Là, je vous avais croisé, vous n'êtes pas resté extrêmement longtemps, mais ça, vous avez aussi bien parcouru la France. Voilà, par exemple, la table du connétable, retrouver cette grande famille de Guy Savoie, qui est venue déjà à mon micro plusieurs fois, et qui est une manière d'appréhender la cuisine, le monde de la gastronomie. Donc, c'est une forme d'identité, d'ailleurs. Voilà. Et donc, on parlera un petit peu plus avant de tout ce beau parcours. Alors, pour introduire le sujet, je vais peut-être laisser la parole d'abord à Philippe Murer pour qu'il nous donne son sentiment sur ce mouvement qui se prépare, qui a déjà un peu commencé. Sébastien Béraud dirait sans doute qu'il n'a jamais cessé. Mais quel est pour vous l'état des lieux, brièvement, en forme d'introduction, Philippe? L'état des lieux, c'est que c'est encore plus catastrophique qu'il y a 6 mois, la situation. Il y avait 40% d'agriculteurs qui étaient en difficulté financière. On passe aujourd'hui à 60-70%. Donc la situation est critique. En fait, l'agriculture française et nos agriculteurs sont vraiment à l'agonie complètement. Et ça s'explique très simplement. Les mesures de février-mars d'Attal, du gouvernement Attal, on se rappelle qui était Premier ministre, c'est une petite baisse de la taxe gazole, quelques millions par-ci par-là, quelques facilités pour curer les fossés, mais c'est rien du tout. C'est pas du tout à la hauteur des problèmes parce que les agriculteurs ont besoin de prix suffisants pour vivre, tout simplement. Et là, ils ne sont pas suffisants pour une raison très simple. L'Union européenne a organisé des importations massives de tous les pays du monde. C'est le Chili depuis le début de l'année, la Nouvelle-Zélande et peut-être le Brésil, on en parlera, qui font que ces produits remplacent les produits français dans nos étals, tout simplement, et qu'ils écrasent les prix. Donc, c'est en train de tuer nos agriculteurs, et c'est ça le sujet principal. Voilà. Donc, le sujet principal, c'est que l'Union européenne tue nos agriculteurs, il faut le dire. Et malheureusement, les syndicats agricoles, à part le syndicat qui est en train de monter, Sébastien Béraud, n'ont absolument pas le courage de le dire. Ce sont vraiment des pleutres, je le dis. La coordination rurale, la FNSEA sont tous des pleutres. Ils ne disent pas quel est le problème et en faisant ça, ils ne peuvent pas résoudre les causes du problème, quoi. Donc, c'est vraiment, la situation est absolument critique. Alors moi, je vous crois d'autant plus que je suis allée les interroger et quand on dit le mot Mercosur, il n'y a plus personne. Alors du côté de la coordination, on ne parle pas de la FNSEA, bien sûr, mais alors, du côté de la coordination, c'est très très étonnant, donc ils ne sont pas là. Ensuite, quand on parle du Mercosur, si vous parlez avec la Confédération paysanne, alors oui, d'accord, ils sont vent debout contre le Mercosur, mais c'est toujours l'histoire de l'homme qui chérit les causes dont il déplore les effets. Et alors du coup, vous continuez la conversation et vous embrayez sur le sujet de l'Europe, de la Commission européenne, et bien là, en effet, non plus, il n'y a plus personne. Voilà. Donc c'est très étonnant, c'est très politique. Et puis on vous dit au détour d'une phrase, oui, mais vous comprenez, en plus il y a bientôt des élections. Donc on se dit finalement, on est mal barré dans le monde agricole tant que finalement on a des gens qui sont politisés ou trop politiques, en fait. Voilà. Et puis, on sait que c'est quand même la Commission européenne qui a le mandat de négociation. Donc, on a très peur que tout ça soit ratifié les 18 et 19 novembre prochains, donc au G20 de Rio. Et Emmanuel Macron avait déclaré pourtant avoir bloqué l'accord Mercosur-Union européenne. Or, c'est faux. Donc en fait, on est toujours trahi et on entend n'importe quoi. Et là, que se passera-t-il, Sébastien Béraud, si les 18-19 novembre c'est adopté ?
Mais c'est sûr que ça va être adopté, puisque la majorité des pays européens, ils sont pour cet accord. Il date pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'on en parle. Et moi, j'ai l'impression là qu'on est dindon de la farce de la France. La France, elle a créé l'Europe avec l'Allemagne. On a relevé des pays comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie. On les a relevés, ils n'existeraient même plus aujourd'hui. Et c'est eux, ces mêmes traîtres, qui sont pour les accords du Mercosur. Bien évidemment que la France va être contre, je pense. Mais c'est pas à cause qu'elle est contre que ça va pas se faire. Ça va se faire sans le consentement de la France. Parce qu'il faut la majorité. Et dans une Europe où on est bien trop nombreux pour arriver à se gérer, avant on y arrivait quand on était 4, 5, 6, 10. Maintenant, c'est ingérable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que déjà, c'est comme si on était dans le Mercosur. Parce que moi, pour y être allé là-bas au Brésil, je me rends compte que depuis l'après-guerre, il y a des dizaines de millions de tonnes de soja OGM qui rentrent en France. Donc là, il y aura encore un peu plus de viande, un peu plus de tout ce qu'on n'a pas besoin. Il va se passer que, il va y avoir encore plus d'agriculteurs qui vont disparaître. Aujourd'hui, on est à 50 exploitations qui disparaissent tous les jours, donc 2 suicides. Donc c'est la catastrophe. Il n'y a plus d'argent. On peut en parler aux banquiers, on peut en parler à nos centres de gestion. Tous les agriculteurs, ou quasi tous, ils ont fait avancer les aides PAC que l'on est en train de toucher. Donc, elles vont même pas rester sur notre compte, elles vont aller boucher des trous. Mais c'est invivable. En plus, on a les aléas climatiques par-dessus le marché qui sont catastrophiques. Donc, moi, je vois pas d'avenir. L'avenir est très, très morose si on n'arrive pas à sortir complètement de ce système. Mais c'est pas sortir à moitié, c'est vraiment remettre toute l'agriculture à plat. C'est-à-dire qu'il faut tout remettre à plat, oui. Mais vous avez vu qu'à l'étranger, vous avez entendu parler de cet agriculteur coréen qui s'est pendu, qui s'est suicidé, avec une pancarte, parce qu'ils ont les mêmes mots, en fait, avec ces libres-échanges. Donc ça a été un peu médiatisé. En revanche, les suicides de nos agriculteurs ne sont pas médiatisés. Voilà. Et c'est étonnant. Même chose aux États-Unis, où il y a un énorme problème pour les agriculteurs. Ce libre-échange cause des problèmes aux agriculteurs, grosso modo, du monde entier. On est vraiment dans un problème absolument gravissime. Et je veux noter une chose de très importante. Sébastien Béraud a dit « On a eu une météo terrible cette année avec énormément de pluie et on n'arrive pas à y faire face. » Normalement, ils pourraient y faire face s'ils avaient des marges suffisantes, mais surtout… Si on n'est pas en libre-échange total, qu'est-ce qui se passe? Il y a une météo très mauvaise, il y a un peu moins de bonnes récoltes et les prix augmentent. Donc, ils se récupèrent sur les prix par les volumes qui baissent. Mais comme le marché est ouvert au monde entier, il peut y avoir une très mauvaise récolte en France, mais les prix vont rester aussi bas en France parce qu'on va compenser par des importations. Donc, c'est pour ça que la météo est devenue un problème majeur pour les agriculteurs qui ne peuvent plus supporter le moindre aléa climatique à cause de ces importations. Quand Sébastien Béraud dit qu'il faut remettre tout à plat, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une partie des agriculteurs qui sont syndiqués, et ça on va le voir. Et de toute façon, quand on est syndiqué, c'est-à-dire qu'on reste dans un mouvement et on reste obéissant à quelque chose qui est politique. Voilà, en fonction évidemment du syndicat qu'on a choisi. Donc dès qu'on appuie sur le bouton, tout le monde se range. Donc déjà, il n'y a pas de liberté de parole, il n'y a pas de liberté totalement de mouvement et d'action. Et ensuite, on reste dans un grand mouvement, et il faut dire que quand même, les agriculteurs se sont mis dans les difficultés eux-mêmes en attendant des subventions. Et donc, au lieu de rester indépendant, vous savez, quand vous acceptez, c'est comme nous à Radio Courtoisie, on refuse les subventions pas par masochisme, pas parce que vraiment on a un mépris de l'argent absolu et qu'on n'a pas envie de gagner notre vie. Et donc, effectivement, la plupart d'entre nous sommes obligés d'être bénévoles, vous vous rendez compte. Mais c'est pas par plaisir, hein. Moi, je préférerais recevoir de l'argent. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est le prix de la liberté. Et à partir du moment où vous êtes subventionné, vous avez une mauvaise récolte. Il vaut mieux que ce soit votre assurance qui prenne le relais plutôt que d'avoir l'Union européenne qui vous fait une aumône.
Et en fait, s'il vous fait une aumône à vous, mais il prend le reste à la France, puisque de toute façon, vous savez très bien qu'on donne beaucoup plus à l'Europe que ce qu'on reçoit d'une manière globale. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut remettre à plat. Il va falloir se défaire de tout ce système, parce que lorsque l'on vous bat, en fait, vous venez vers les politiques qui ont le bâton encore à la main en leur disant « Donne-moi un sparadrap, s'il te plaît, parce que j'ai très mal. » Mais c'est quand même, lui, votre bourreau. Donc, c'est une aberration. Je veux dire, à un moment donné, on se demande si les Français sont majeurs. Oui, mais si on nous a donné des subventions, c'est surtout pour que vous ayez de l'alimentation à pas cher. Pour que justement, dans les années 90, quand ça a été créé, c'était pour concurrencer les accords de libre-échange. On était plus compétitifs en nous donnant des aides. Sauf que les aides, elles ont tendance à baisser. Nos coûts de production, ils ont tendance à monter, même plus qu'augmenter. Donc là, on n'arrive plus, même avec les subventions. Donc ça vous a permis d'avoir une alimentation à pas trop cher, mais tout ça, il faut y tirer un trait dessus, parce que vous êtes même plus alimenté en grande partie par les produits agricoles français, parce que 70% de l'assiette française consommée, elle était importée. Et nous, nos produits à haute valeur ajoutée, on les exporte. Donc en fait, on s'est servi du monde paysan pour créer des exploitations qui soient spécialisées, soit en céréales, soit en lait, soit en viande. Donc, il y a eu des normes européennes. Donc, ils nous ont fait investir dans des normes draconiennes. Et ça nous a coûté cher. Donc, ils nous ont fait faire des emprunts. Ils nous ont donné des subventions. C'est que maintenant, on y a mis le doigt, on y a mis le bras. Et là, on y est tout entier à l'intérieur. On peut plus faire marche arrière. Donc, ne pouvant plus faire marche arrière, il faut faire tomber ce système. On n'a pas d'autre solution. Là, il reste à peine 400 000 paysans. Il y en a un tiers qui va partir à la retraite d'ici 6-7 ans. Les jeunes, ils veulent pas vivre ce que leurs parents ont vécu. Jamais partir en vacances, travailler comme jamais, 90 heures, 100 heures de travail par semaine pour être à 2 ou 3 euros de l'heure. Ils veulent pas, ça se comprend. Donc, il va falloir vraiment trouver du revenu et qu'on se mette tous autour d'une table, les écologistes, les animalistes, les agriculteurs, les politiques, les pseudo-syndicalistes, et savoir ce que notre société veut demain. S'ils veulent consommer local, s'ils veulent une agriculture durable, s'ils veulent que les agriculteurs soient là pour fabriquer l'électricité ou pas. Voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre sur la table. Mais des choses que vous entendrez jamais parler dans les grands médias ou même les syndicats, tout ce qui est méthanisation, biocarburant, eh ben, les agriculteurs, tous les jours, on a des coups de fil pour nous démarcher. C'est comme vous, privé, quand vous démarche pour mettre des panneaux photovoltaïques sur votre toit. Mais nous, c'est exactement pareil. Il n'y a que ça qui compte aujourd'hui. C'est l'énergie de demain. D'accord. Ça, c'est un volet. Sébastien Béraud, c'est un volet qu'on va aborder un tout petit peu après. Okay. J'aimerais qu'on reste sur les fils à la patte des agriculteurs. Là, vous êtes en train de parler du miroir aux alouettes. C'est-à-dire que là, on leur montre quelque chose et comme des bons taureaux, ils foncent dedans. On leur dit c'est l'énergie, il va falloir produire de l'énergie. Donc en avant les photovoltaïques, en avant les éoliennes, le biocarburant, etc. Mais il y a ça c'est encore le nouveau miroir aux alouettes pour empêcher les paysans de faire leur métier, c'est-à-dire de nourrir la population quand même, et d'entretenir les paysages. Mais autre fil à la patte, je voudrais un bon exemple, parfois vaut mieux qu'un long discours, je voudrais qu'on parle de l'affaire Lactalis. C'est-à-dire que la plupart des éleveurs laitiers notamment se sont mis dans les ennuis aussi avec ces fameux contrats qu'ils ne peuvent pas dénoncer eux-mêmes. Je crois qu'il y a minimum 2 ans, il faut s'y prendre 2 ans à l'avance. Et là, c'est Lactalis qui, d'ailleurs avec une gestion assez opaque, il faut le dire, a décidé une rupture unilatérale des contrats laitiers. Donc, ils vont réduire donc la collecte. On ne sait pas trop ce qu'ils vont importer parce qu'ils importent aussi. Bien sûr, on sait qu'il y a toute cette tendance du faux lait à base de graines, de l'oléagineux et toutes sortes de choses. D'ailleurs, vous savez, 5% de lait d'oléagineux et puis de l'eau. Vous achetez de l'eau, c'est sympathique. Autant le faire vous-même, je vous le dis. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, chers auditeurs, faites-le vous-même. D'ailleurs, il sera bien meilleur pour la santé. Vous avez des extracteurs formidables sur le marché. Je ne ferai pas de publicité, mais voilà. Donc l'affaire Lactalis, je pense qu'elle est très représentative aussi de ce piège dans lequel se sont mis les éleveurs. Ben oui, parce que Lactalis, c'est une multinationale, c'est un groupe privé, et ses dirigeants, ils ont l'une des plus grosses fortunes de France. Je crois qu'ils sont la 5e ou la 6e. Et ils vont encore gagner plus d'argent si
ils importent parce qu'ils sont dans le monde entier, hein, et ils sont en Argentine partout, et dans des pays émergents où ils sont en train de développer des exploitations laitières. Aussi, Donc vous comprenez bien que s'ils peuvent avoir du lait à 200 € la tonne, au lieu d'en avoir à 400 comme chez nous, ils vont pas se gêner pour importer leurs produits finis en Europe, en France. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête avec cette Europe. Et c'est l'exemple type, Lactalis. Une grosse fortune, ils ont bouffé beaucoup de coopératives, ils ont le monopole, et il n'y en a pas beaucoup des groupes laitiers maintenant en France. On a trois groupes laitiers qui font concurrence, qui s'entendent sur les prix via la branche FNPL de la FNSEA, et nous, on est les dindons de la farce, comme à chaque fois. Ouais. Et effectivement, si je me permets, ils ne sont pas mis le fil à la patte. C'est le système qui leur a mis le fil à la patte. De toute façon, un agriculteur tout seul, il ne peut rien faire. Il subit le système. S'il veut vendre son lait, ça ne va pas être facile de le vendre à son voisin. Il peut essayer. Des fois, ça marche, mais très souvent, ça ne marche pas. Et l'État a laissé ces multinationales se regrouper au point d'être en oligopole, de faire ce qu'elles veulent. L'Union européenne, surtout, empêche qu'on marque, par exemple, lait fabriqué en France, lait fabriqué en Chine, lait fabriqué en Allemagne. Quand vous buvez un lait, vous ne savez pas d'où ça vient, ou au Brésil. Et ça, c'est une volonté de l'Union européenne qui interdit d'obliger l'État à faire respecter les règles pour que le consommateur sache d'où vient son produit. Ce n'est vrai que sur les fruits et légumes où il y a une obligation, sur le reste, c'est interdit, même pour l'État français, d'obliger. Alors, et c'est là où on voit peut le pas problème. obliger, on peut pas obliger, mais on peut le faire parce que souvent, moi j'achète du lait de la montagne, je sais qu'il vient de Savoie, je sais il y a des laits dont on sait qu'on peut tracer. Oui, mais on ne peut pas obliger les marques à ce que les consommateurs sachent qu'ils achètent. Ils vont dans un supermarché, et ben s'il n'y a pas de lait, et très souvent dans le supermarché, il n'y a aucun endroit où c'est indiqué d'où vient le lait. Puis tous les gens n'ont pas les moyens en plus d'acheter des laits labellisés très chers. Mais au moins qu'on indique aux Français d'où il vient ce lait. C'est fondamental. Paye, en moyenne, Philippe, on le paye 10 centimes de plus. Et moi, franchement, je veux bien payer 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes de plus sur le litre de lait. Et ça va d'où il vient. Et c'est ce que je fais. Donc c'est possible. Moi, franchement, c'est pas écrit dans mon supermarché. Ah oui. Dans et dans les magasins où je vais, c'est très rarement écrit d'où viennent les choses. Parce qu'en fait, on ne s'en sortira pas individuellement. Oui, bien sûr. D'ailleurs, le délire qui était de dire on va faire du bio, de l'agriculture bio, et tout le monde va acheter bio parce que pour la planète et pour la nature, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Quand les gens ont plus d'argent, eh ben, le bio est en train de s'effondrer. Voilà. Donc, ça ne marche pas individuellement, les solutions. On peut sauver des petits bouts par des initiatives, mais en moyenne, ça ne fonctionne pas. C'est un système politique différent qu'il faut mettre en place, un système agricole différent. Et ça ne marche pas. Alors, c'est vrai que, par exemple, j'ai eu un appel de Sébastien Béraud, et je dois le dire, Sébastien est en difficulté financière comme beaucoup de gens, beaucoup d'agriculteurs, comme je le connais. Moi, ça m'a pris au trip. Et on a lancé une cagnotte pour Sébastien. Je lui ai mis un peu la pression pour le faire. Il a accepté à la fin. Et on a fait une cagnotte pour le sauver. Mais ce n'est pas la solution, parce que ce n'est pas seulement Sébastien qu'il faut sauver. C'est normal de le sauver. C'est un des héros paysans français qui se bat, qui comprend, qui s'est battu pour comprendre les problèmes déjà, pour beaucoup lire, et ensuite pour les dire intelligemment aux gens. Mais il faut sauver non seulement Sébastien, mais aussi tous les agriculteurs. Donc, alors, moi, c'est par la politique qu'on s'en sortira. Ça, je comprends. Ceci dit, il y a des petites coopératives, et moi, j'en ai encore rencontré récemment, et j'en rencontre tout le temps, des petites coopératives qui ensuite font leur transformation, et ceux qui travaillent avec ces petites coopératives se portent très bien. Malheureusement, on est en train d'essayer de joindre Jean-Jacques qui, lui, ne répond pas parce qu'il est dans les champs, et je sais qu'avant 16h, c'était compliqué. Là, nous sommes en enregistrement la veille de la diffusion. Et je voulais donner son exemple, c'est dommage. Moi, je suis allée le rencontrer au fin fond de l'Auvergne, en Aubrac, figurez-vous. Et j'ai été épatée par son exploitation. Et donc, lui, il a tout compris. En fait, un jour, il a dit la ferme de papa-maman, ça c'est terminé. Il a hérité, il a divisé en deux, il a trouvé un montage pour pour qu'ils soient deux, en fait. Donc, ils sont deux familles. Et aujourd'hui, ils font. Donc, moi, vous savez que j'ai un dada, une obsession même, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, vous savez, bon, le bouquin, les fêtes, les émissions que j'ai pu faire ici et ailleurs. Je pense qu'il faut retrouver notre autonomie en tout, et cette fameuse autonomie paysanne. Et lui, en fait, c'est pas du tout ce que faisaient ses parents. Il s'est dit, mais moi, j'ai pas du tout envie de vivre comme mes parents. Donc, ils se sont mis à deux familles qui vivent l'une à côté de l'autre. Et finalement, du coup, ils ont un jour par semaine de congé, une semaine de vacances chacun. Donc la vie est beaucoup plus agréable. Et ils ont repris la main du fourrage.
jusqu'à la production. Donc, ils font des fromages à tomber par terre. Ils ont diversifié avec de la lentille, etc. C'est incroyable. Et jusqu'à la distribution, parce qu'en fait, c'est pareil. Là, les gros distributeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont dit, ah ben oui, mais bien sûr, on vous prend votre fromage, on va le mettre dans tous les petits supermarchés du coin, de la région et tout ça. Et puis, un coup, deux coups, trois coups. Et au troisième coup, on lui dit, ah ben non, c'est un petit peu cher. Finalement, le client, le machin, le consommateur, tout ça. Et donc, il a compris qu'il était en train de se faire, comme on dit chez moi, couillonner, pardon, hein, mais... Et du coup, il a dit, bon, ben ça aussi, c'est terminé. Et on reprend la main et ils font leur livraison. Et en fait, tout part à la ferme et il n'arrive plus à produire suffisamment pour la demande. Donc ça, c'est un exemple tout seul. Mais après, il y a tous ceux que je connais qui se mettent autour de petites entreprises françaises agroalimentaires fantastiques et qui ont des coopératives. Alors, ce que j'aimerais, c'est donner la parole à Clément Leroy, puisque vous venez de la terre, de la Drôme. Et aujourd'hui... Il y a un lien entre le restaurant Le Chiberta que vous avez repris, très très belle adresse aux Champs-Élysées, et un nouveau restaurant qui est accolé en fait, un nouvel espace au sein du Chiberta, mais indépendant qui s'appelle Carnet, à Carnet comme la viande, hein, l'alimentation Carnet. D'ailleurs, il faut être courageux hein, pour affirmer ce goût de la viande d'exception. Oui, aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faut plus boire d'alcool. Bon, bien sûr, avec modération, plus manger de viande rouge et boire des laits végétaux, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Bon, je pense que c'est l'un des mâles de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on est en train de nous dire d'arrêter de manger ou de boire ça, alors qu'on devrait promouvoir ces produits. Parce que l'agriculture française, c'est quand même l'une des agricultures les plus vertueuses du monde, quand même. Ouais. On n'a pas des volumes, mais on fait les choses bien. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de créer cet espace consacré à la viande de bœuf d'exception. On connaît tous nos producteurs, on a une traçabilité totale. On n'est que sur des viandes européennes et françaises. Quand je parle d'européennes, on travaille avec des petits élevages en Espagne, au Portugal, et bien sûr les élevages français, qui sont... pour la plupart en 100% en autonomie alimentaire. Donc, comme tout à l'heure, vous parliez de mon frère qui a un élevage charolais et qui gère aussi, moi j'ai créé il y a 2 ans et demi un élevage d'angus. Voilà, ça c'est formidable. Vous avez prouvé que l'angus, on pouvait le faire. Bien sûr. On a sourcé nos animaux avec une génétique parfaite. Tous nos animaux sont inscrits au Airbook écossais, donc on peut remonter sur une génétique très loin. Ils sont dans les plaines de la Drôme, dans la Drôme des collines. Très, très bien. Et on a 100% d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire c'est 8 mois en extérieur, 4 mois l'hiver en bâtiment, mais avec du foin produit sur la ferme. Et mon frère est également producteur de noix en AOP Grenoble, donc là on est en pleine saison de la noix. Sur tous les cerneaux qui sont invendus et tachés, on va finir l'engraissement de nos angus à raison de 1 kg par jour avec ces cerneaux de noix. Donc l'idée, un peu d'oméga 3. Voilà, un peu d'oméga 3 et l'idée de ne rien perdre. Ouais, c'est formidable. Donc voilà. Mais pour revenir un petit peu à tout ce qui s'est dit, sans partir dans la politique choix, je pense que ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est ce qui manque un peu dans toute la société française, c'est un vrai discours de ça que les agriculteurs, ils ont besoin de savoir où ils vont et qu'est-ce qu'ils doivent faire et quand ils ont besoin d'être écoutés. Et je pense que ça, c'est pour l'agriculture, mais c'est pour un peu tout le monde. On a besoin de savoir où on va et aussi qu'on nous écoute avant de prendre des décisions. Et je pense que on doit écouter aussi tous les indépendants. Tous ceux qui n'ont pas d'intérêt là ou là, et vraiment, on doit... Mon frère n'est... Par exemple, je vais prendre l'exemple de mon frère. Mon frère n'est ni syndiqué, ni n'appartient à rien. Il trace sa route. Ça fait 20 ans qu'il est installé, 20 ans qu'il galère. Mais il croit en son métier, il est passionné par ce qu'il fait. Et il ne va pas se retrouver dans toutes les manifestations qui ont eu lieu ces derniers temps. Il ne va pas se retrouver. Mais lui, il aimerait bien aller manifester. Mais il n'a pas le temps. Et donc, je pense que des gens comme lui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Celui que je voulais interviewer, là, Jean-Jacques, mais qui est malheureusement toujours pris pour ses travaux-là, donc qu'on n'arrive pas à joindre. C'est ça, pareil. Mais ces gens-là n'ont pas le choix. Tous les matins, ils se lèvent et il faut aller travailler. Juste une toute petite question à Sébastien Béraud. Quel est le pourcentage de paysans et d'agriculteurs syndiqués ? Jusqu'à présent, c'était 50%. D'accord. Mais je pense que là, pour les prochaines élections chambres, il va y avoir encore plus d'abstention et ils vont pas les voter parce qu'ils sont écœurés. Mais c'est dommage parce qu'on avait un syndicat ultra puissant qui détenait tous les pouvoirs. S'il voulait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait faire plier n'importe qui. Le problème, c'est qu'il défend plus les paysans, il défend l'agroalimentaire. Et c'est là que c'est le scandale. Après, je peux comprendre qu'il y a des exemples, comme vous citez, qui marchent très très bien. Oui. Ça peut représenter
10% des paysans. Mais comme moi, en Haute-Loire, on est 3000 producteurs de lait, vous comprenez bien qu'on peut pas être 3000 à produire du lait, du fromage. Il y en a qui le font. Mais si on se met plus, eh ben ça va les faire couler. Il y a Non, des mais niches. vous pourriez J'en suis avoir, content, vous pourriez content avoir qu'il y ait des niches. une quinzaine de petites coopératives divisées par Oui, le mais chiffre. chez moi, il y en a une petite coopérative. J'ai été tapé à leur porte il y a 2 ans parce que moi, on voulait plus me ramasser mon lait il y a 2 ans. J'ai dit, tiens, ça serait bien de partir sur une petite coopérative. Eh ben non, ils n'ont pas voulu parce qu'ils en ont assez. Et quand il leur manque du lait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez le gros industriel acheter le lait. Parce que eux, ils pourraient le payer plus cher, mais il faut savoir que vous soyez petite coopérative ou grosse ou multinationale, le prix du lait est pour tout le monde pareil. C'est la FNSEA qui fixe le prix du lait à Ah non, 10 non, ou mais 20 euros près. mais c'est C'est ça sûr. qui est scandaleux. Mais les coopératives dont je vous parle, elles livrent directement aux entreprises. Parfois, c'est la leur, ou en tout cas des entreprises françaises vertueuses qui transforment. Voilà. Ouais, mais Qui font les je sais, hautes j'en ai et une à moins côté de chez moi. et donc voilà, donc c'est non, mais de toute façon tout le modèle est à revoir, hein, toute l'économie. Est-ce que vous, quel est le débouché, par exemple, de votre exploitation Alors, moi, sur parce l'exploitation que de mon frère... c'est pas Carnet qui prend toute la viande, Non, surtout non, que vous avez des donc nous, box. sur l'Angus, ça fait que 2 ans et demi que j'ai créé l'élevage, donc on n'a pas encore Ouais, c'est nouveau encore. on n'a pas encore de volume, hein, on a très peu, donc c'est de la vente c'est de la vente directe, mais c'est une fois tous les 4 mois en ce moment. Donc voilà. Après, il y a un projet plus lointain. Mais par exemple, comme mon frère, qui lui a un élevage charolais qui avait quelques années, lui, il s'est regroupé avec 7 autres éleveurs. Ils ont créé une marque qui s'appelle La Viande d'ici. Et ils distribuent donc soit en carcasse auprès des bouchers, ou sinon ils ont créé donc la même marque, une marque de steak haché qui est distribuée en épicerie moyenne et grande surface. Et ils sont mis un prix plancher auquel ils se rémunèrent sur leurs bêtes. Mais bon, ça c'est des initiatives encore une fois indépendantes et tout le monde ne peut pas vivre qu'avec ces initiatives-là. Non, mais en plus c'est très personnel, Tout à fait. Il faut réinventer son modèle à plusieurs, à quelques-uns, hein, et chacun. Il faut être imaginatif. Je pense qu'il faut remettre à plat. Mais dépendre, c'est pas possible. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en un mot, vous nous parliez de Verte France, Sébastien Béraud, qui est le nouveau syndicat, donc apolitique, hein, je le dis bien, national, donc nouveau syndicat national de l'agriculture et de la ruralité, qui est d'ailleurs à la résurgence d'un ancien syndicat de 99, d'Alain Béranger. Et donc, en un mot, comme il nous reste très peu de minutes, je vous laisse la parole. Ben, en fait, j'étais aux jeunes agriculteurs il y a 40 ans, j'avais créé le syndicat dans ma commune. Après, j'étais à la coordination rurale et je me suis rendu compte que c'était des syndicats qui étaient financés par le pouvoir politique et de l'opposition contrôlée. Donc j'ai dit, on va créer un syndicat indépendant, mais vraiment indépendant des partis politiques, mais aussi, on ne veut pas de financement de l'État. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va sûrement pas aller aux élections chambres pour pas toucher de l'argent. On veut être indépendant et avoir la liberté d'expression. Et en même temps, on ne veut pas que défendre l'agriculture, on veut défendre toute la ruralité. Les artisans, les commerçants, les routiers, toutes ces professions libérales qui sont en train de disparaître au profit du CAC 40. Et on veut défendre vraiment la France profonde et vraiment être indépendant des partis politiques. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rejoint Philippe Murer, parce que je suis exactement sur la même longueur d'onde. On le voit aujourd'hui, la FNSEA, c'est les LR, la droite, la Confédération, c'est la gauche, l'ACR, c'est l'extrême droite, et donc ils peuvent pas aller au bout de leurs idées parce qu'ils sont cadenassés. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les agriculteurs, ils disparaissent. Donc, ça peut plus durer. Et les trois syndicats sont très pro-Commission européenne, hein, de toute façon. Donc, oui. Donc il y aura jamais les mains libres, jamais on pourra jamais récupérer une autonomie quelle qu'elle soit, encore moins de souveraineté. Donc, le restaurant Carnet, c'est une expérience autour de la viande exceptionnelle. Voilà, c'est comme un restaurant très haut de gamme. Hein, c'est un restaurant d'un chef étoilé. Voilà, donc il faut comprendre cette cuisine. C'est une expérience exceptionnelle. Donc, 3 rue Arsène Housset. Tout à fait. Et il y a aussi toujours le Chiberta. Le Chiberta avec une cuisine un peu plus personnelle, un peu plus expérience. Mais pour en revenir à Carnet, vraiment, c'est de mettre en valeur des viandes vraiment d'exception qui ont été élevées avec soin. Et
Et voilà, c'est mettre en lumière, moi, ce que je m'efforce de faire, comme sur le restaurant Chiberta, c'est de mettre en lumière ses produits et ses producteurs. D'ailleurs, on les cite Mais tous incroyable. sur la Voilà. carte. Ouais, c'est d'abord le Et producteur avant voilà. le morceau de viande Alors, qui est mis en valeur. Vous voyez, voilà. attends, ça c'est magnifique, ça c'est l'éleveur avant tout. Et alors avec des expériences étonnantes comme le caramel à la moelle de bœuf. Vous voyez, la petite milliardise de faim avec la petite tisane ou le café, et ben, je vous assure, c'est délicieux. C'est formidable. Au lieu de mettre du beurre, on met de la moelle de bœuf. Vous voyez, on réutilise tout. Et alors, le mouvement politique citoyen de Philippe Murer, que vous pouvez rejoindre aussi. Vous avez un site, Philippe ? Oui, tout à fait. Mouvementpolitiquecitoyen.fr pour adhérer, nous rejoindre, puisque j'explique en 2 mots. En gros, on est en train de travailler avec Sébastien pour constituer un groupe d'agriculteurs qui vont nous aider à faire un programme agricole pour les agriculteurs avec les professionnels. On a déjà une commission enseignement, santé qui marche sur le même modèle, police, sécurité. Et donc, on travaille avec des professionnels parce que c'est eux qui connaissent le plus leur métier. Voilà. Mais je vais dire un petit cri du cœur, Salza. En fait, on n'a pas le droit, en tant que Français, de laisser crever les agriculteurs. Moi, je dis stop à la résignation. Donc, en 2 mots, Ouais, ce sera je la veux dire, on va conclusion. mettre un flyer, le mouvement politique citoyen, en disant l'Union européenne tue les agriculteurs, stop au Mercosur qui va importer 99 000 tonnes de bœuf absolument dégueulasse, cultivé en déforestant l'Amazonie. On veut que ce soit du bœuf français. Eh bien, c'est à chaque Français de faire son boulot, d'imprimer une page 3 fois et d'aller les coller et de les scotcher. Parce que si les Français Et de bougent pas, faire c'est les suivre. agriculteurs qui meurent et on n'a pas le droit de les laisser mourir. Merci, c'est une très belle conclusion. Merci, chef Clément Leroy. Merci, Philippe Murer. Merci, Sébastien Béraud. Les absents ont toujours tort, il faut le dire. Là, je pensais aux syndicats. Donc, vous voyez ce qu'il en est. Vous avez un très bel état des lieux, mes chers auditeurs. Et je vous dis à très vite pour la suite de l'émission. Quelques toutes petites minutes joyeuses.